ensoleillée, oppressante. Un chauffeur noir tenant en laisse un petit chien vient à la rencontre de sa patronne blanche. D'âge mûr, rayonnante. Elle est visiblement enchantée de revoir les deux êtres qui rendent sa vie agréable. Si elle venait à me sourire de la sorte, je pense que je lui serrerai la main. Mais à peine aurais-je tendu la main que la panique, la confusion et l'horreur envahiraient son visage, l'atmosphère deviendrait sombre, le danger aussitôt planerait dans l'air. J'ai rapporté cet événement dans l'un de mes premiers articles. Ce souvenir ne m'a jamais quitté. L'histoire n'est pas le passé. Nous sommes notre histoire. Et tout événement est une pièce à conviction. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Oh, je vous en prie. Je ne pensais pas qu'une journaliste française s'intéresserait à moi. Votre premier roman fait beaucoup parler de lui. La mode est à la polémique, aux livres agressifs, Wright, Brown, et même l'élégant Baldwin. Je ne veux pas suivre cette voie. James Baldwin, vous le connaissez? Bah, évidemment. Notre rencontre a même commencé par une dispute. Une soirée mémorable, très animée. Tout le monde s'échappait à cause d'un invité qui avait parlé des gens de couleur. La discussion m'a tellement agacée que je me suis levée et j'ai lancé. Et les blancs, ils sont de quelle couleur? Voilà. Quand on refuse d'admettre que les discriminations structurent cette société, il suffit de nier que les couleurs existent. Exactement ce que font les blancs. Mais moi je vois, parce que je le vis chaque jour dans ma chair, qu'il y a dans ce pays ceux qui profitent d'avoir le bon teint et ceux qui en pâtissent. Et il a ajouté, en regardant chacun de nous, si même vous les Noirs, vous niez cette évidence, c'est que vous vivez encore avec une mentalité d'esclave. Là-dessus, tout le monde s'est emporté. Je crois qu'on aurait pu en venir aux mains. Vous semblez pourtant lui porter une vraie affection. Ah, Jimmy mène sa vie avec la conviction qu'il ne peut pas traverser le monde en le laissant comme il l'a trouvé. C'est la pensée la plus précieuse qu'il offre à ses amis. C'est ce que je lui dois. Justement, je voulais vous demander, je suis venue pour le rencontrer. Est-ce que vous accepteriez de me le présenter? Ah, c'est donc pour Je ça... suis désolée, Madame Morrison, mais on m'a dit pour une interview avec Baldwin, appelle Toni Morrison. Waouh, quel honneur. Je suis confuse, Madame Morrison. J'espère qu'un jour vous regretterez de ne pas avoir écrit un papier sur moi. Surtout quand je serai la première femme noire à recevoir le prix Nobel de littérature. Mais ok, je vais vous aider. Merci infiniment. Pour votre interview, il vous faudra trouver la bonne prise. Sinon... James Baldwin. J'ai rendez-vous avec James Baldwin. Cette force sensible dans votre écriture, ça doit venir de l'enfance, non? Non, plus droit, plus droit. James Baldwin, quel est votre premier souvenir d'enfant? J'ai l'esprit à autre chose. Vraiment. Il m'a fallu beaucoup d'années pour vomir toutes les saletés que l'on m'avait enseignées sur moi-même, avant de pouvoir arpenter cette terre comme si j'y étais autorisé. La plupart des enfants blancs que j'ai connus ne sont jamais venus après les cours jusque dans ma cuisine, ni même dans mon quartier. En réalité, les blancs ne savent pas comment vivent les noirs, pourtant ils parlent sans cesse
première fois que j'ai quitté Harlem pour Paris, je suis parti pour une seule raison. Une seule. La certitude que rien de pire ne pourrait m'arriver là-bas. Parce qu'ici, dès que vous tournez le dos à cette société, vous risquez de mourir. Vous risquez de mourir, et ce n'est pas le fruit de mon imagination, mais un danger bien réel et visible sur le visage de tout patron, de tous les blancs. Là, vous exagérez. N'ai-je pas plus de choses en commun avec vous que vous n'en avez avec un homme de Harlem hostile à toute littérature? J'ignore si tous les chrétiens haïssent les noirs ou non, mais je sais que nous avons une église blanche et une église noire, et que l'heure où la ségrégation est à son comble, c'est le dimanche midi. J'ignore si les syndicats ouvriers me détestent vraiment, mais je sais que je ne suis pas dans leur syndicat. J'ignore si le lobby de l'immobilier a quelque chose contre les noirs, mais je sais que le lobby de l'immobilier me maintient dans un ghetto. J'ignore si l'éducation nationale déteste les noirs, mais je vois les écoles où nous devons aller. Ça, ce sont des faits. Ce sont des faits. Est-ce moi qui exagère? Mais non, Jim. Mais tu m'inquiètes, hein. Tu parles tout seul maintenant. Tony, mais quelle surprise! Et toi, tu écoutes aux portes maintenant. Tu deviens une vraie romancière. Et tu sais pourquoi? Parce que je refuse d'être prisonnière de l'histoire. Tandis que toi, oh là là, les noirs, les blancs, les blancs, les noirs. Tony, il ne s'agit pas d'une abstraction appelée le problème noir. Il s'agit des garçons et des filles qui, à 16-17 ans, ne croient plus que leur pays leur parle sincèrement. Et ils se disent, au plus profond d'eux-mêmes, frère blanc, je ne crois pas ce que tu dis, parce que je vois ce que tu fais. Mais ce que tu portes comme un fardeau, moi, je veux le porter comme une fierté. Notre couronne a déjà été achetée et payée. Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de la porter. Ce sont tes mots. Les choses vont changer. Et ton travail est pour beaucoup. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter une journaliste française. Oh, James, toi qui aimes tant la France, voici une journaliste venue tout droit de Paris pour toi. Merci infiniment de me recevoir, M. Baldwin. C'est un très grand honneur. Je vous en prie. Vous avez écrit dans un article qu'on ne peut pas demander aux jeunes gens noirs de rester non violents. Le pensez-vous vraiment? Comme tous les enfants, je regardais Gary Cooper et les cow-boys tirer sur des Indiens et comme tous les enfants, j'applaudissais. Le choc est grand. Le jour où vous découvrez que les Indiens, c'est vous. On ne peut pas survivre à tant de coups, à tant d'humiliations, à tant de promesses non tenues, sans que quelque chose ne cède. Mais aujourd'hui, les Noirs sont très présents. Dans le monde du sport, on les voit aussi à la télévision, au cinéma et même dans les publicités. N'est-ce pas le signe de reconnaissance? Je vois que cela vous fait sourire. Aussi longtemps que les gens continueront à raisonner de cette manière bizarre, la situation ne sera porteuse d'aucun espoir. Mais pourquoi ce pessimisme? Des progrès immenses ont été réalisés. La ségrégation a été abolie, les mariages mixtes autorisés, l'égalité inscrite dans la loi. Alors, la question que se posent les gens en toute bonne foi, en toute innocence, c'est que veulent les Noirs? Que veulent les Noirs? Que veulent les Noirs? Les Blancs doivent chercher en eux-mêmes pourquoi il leur a fallu un nègre. C'est vous, les Blancs?
qui avait inventé le nez. Il faut que vous trouviez pourquoi. Il faut que vous regardiez cela en face. C'est un miracle absolu que l'entière population noire n'ait pas depuis longtemps succombé à une furieuse paranoïa. Vous êtes française, n'est-ce pas? Oui. Paris, vu de l'autre côté de l'océan, faisait figure d'asile pour la folie américaine. Et vous, les Français, en me parlant des Algériens, vous m'avez étonné. Vous racontiez sur le dos de ces pauvres Algériens, exactement dans le même langage, ce que les Blancs américains ont toujours raconté sur mon dos. Toutes les fautes, tous les vices, toutes les sauvageries. Oui, j'ai compris cela avec la guerre d'Algérie. Pendant ce temps, au pays du rêve américain, une jeune fille noire de 15 ans subit les crachats d'une foule hystérique. Son crime? Être admise dans un lycée des beaux quartiers. J'ai vu la photo de Dorothy Comte placardée sur tous les kiosques des boulevards parisiens. J'ai eu honte. Je me suis dit que ce jour-là, j'aurais dû être avec elle. J'ai compris que je ne pouvais plus traîner à Paris à discuter. Il était temps de rentrer chez moi. Le procureur général, Robert Kennedy, affirme qu'il est envisageable que l'Amérique ait d'ici 40 ans un président noir. Vous ne l'avez pas cru, dit-on. Pourquoi? Parce que j'ai raison. J'ai raison. Parce que si cela arrive, alors que rien ne change en profondeur, que fera-t-il ce président à part être noir? Il ne sera qu'une belle icône rassurante. Mais rassurante pour qui, d'après vous? Je ne sais pas si nous vivrons un jour un tel événement, mais si un homme, soyons fous, tiens, une femme noire, devenait présidente des États-Unis d'Amérique, je crois que pour la première fois de ma vie, je sentirais peut-être que j'appartiens pleinement à ce pays. Un tel événement serait notre victoire, à tous. Et à toi aussi, Jimmy. À toi aussi. Officiellement, la ségrégation aux États-Unis est morte, comme sont mortes les colonies françaises. Et combien de temps et à quel prix dureront leurs funérailles? Dans ma cave minuscule, après avoir franchi les ordures, les rats, les colibets, à la lueur d'une bougie interdite de vie au milieu de mon peuple, écrire, tout reprendre par le début.
Je voulais vous écrire. Je n'ai pas su, pas osé. Que raconter à Albert Camus? Lui dire mon admiration, les vibrations d'un cœur, d'une âme jeune, assoiffée, hésitante, non. J'en dirai davantage en joignant à cette lettre mes poèmes. Et je me dis, il me lira peut-être. Peut-être sera-t-il content de ce peu de soleil et de ferveur qui nous vient de chez nous. Je m'appelle Jean Sénan. Accordez une minute au petit poète d'or. J'apprends pour les journaux votre supplément de gloire avec un nouveau prix des critiques. Nous, d'Algérie, en sommes fiers. L'été s'achève ici. Les journées sont tièdes, pleines de cris, d'odeurs et comme envahies de tendresse. Cher Camus, que devenez-vous? La radio m'envoie peut-être faire un stage à Paris. J'espère ainsi vous retrouver. Écrivez-moi, dites-moi sincèrement ce que vous pensez de mes poèmes. Soyez exigeants et sévères. Ah, je voudrais vous donner du soleil, le nôtre, à plein cœur vôtre. Mon cher Camus, je viens d'obtenir la bourse littéraire du gouvernement général. Ainsi, mon désir de monter à Paris se concrétise. Il me faut un autre climat, d'autres gens pour me décanter et chanter cette terre-là qui bouge tous mes pores, cette mer admirable, ces êtres rudes et sains dont je suis fière de partager la course. J'ai tellement à apprendre. J'ai déjà perdu beaucoup d'amis. Je suis très pauvre. Et plus fou que jamais, et très heureux. Je vous envoie une gerbe de girelle, d'oursin, de soleil et d'affection. L'air de Paris est aujourd'hui d'une tendresse rare, caressé de soleil. Je pense aux plages d'Algérie, aux enfants pauvres de Chine, bronzés dans la promesse d'un miracle. Rire ou silex, on ne sait plus. Ne vous fiez pas à tant de beauté. Ici, on meurt en silence, sans trace, au matin frais. Camus, pourquoi ce silence? Dans vos lettres, vous écrivez que l'Algérie, c'est chez vous, que nous y sommes tous frères. On vous voit au stade, au théâtre, en voyage et pas un mot sur la répression effroyable qui sévit chez nous. Dans le soleil, nos frères meurent. Larbi, Ali, Mohamed, Mehdi, pieds et poings liés, ils se sont pendus. Ils se sont jetés d'eux-mêmes des hautes terrasses. Parlez, Camus. Les deux peuples attendent une parole de vous. J'ai vu Jean. Negroni, oui. Je sais que vous appréciez le lecteur de vos pièces. Nous avons essayé de vous voir. Cela a été impossible. Nous respections votre silence. Et tentions de faire taire en nous les interrogations qu'il suscitait, mais aujourd'hui, à propos de la Hongrie, vous rentrez sur la place publique tout éclairé de l'exigence et de l'honnêteté. Ah certes, la Hongrie nous est proche. Mais en Algérie, chaque jour, notre sang coule. Le sang arabe, le sang français, et qu'importe, le sang des hommes. Vous avez le droit, Camus, d'élever votre voix et dresser vos barricades. S'il est vrai que vous vous sentez plus proche d'un berger kabyle que d'un mineur du Nord, parlez. J'ai essayé en vain de vous joindre à plusieurs reprises.
J'ai cru que vous étiez un homme de dialogue. Camus, je vous en supplie, quittez ce silence infâme. Entre les hommes et vous, le sang coule, mais vous ne voyez plus. Moi, dans les plaies, je plonge les mains pour que le sang s'arrête. Jeune homme, vous vous méprenez complètement. Je ne suis pas Albert Camus. Peut-être ne suis-je qu'un emmerdeur considérable qui se prend pour une conscience. Peut-être. Mais qui ne voit pas l'urgence à répondre à la seule question qui vaille? Comment arabo-berbères et européens pourront-ils vivre ensemble? Dans cette Algérie-là, pouvions-nous être heureux? Oui, nous l'étions. J'ai des scrupules à le dire, nous étions heureux en ce temps-là, férocement. Il suffisait de fermer les yeux à la misère des autres. Je me souviens de cette rencontre avec le gouverneur Châtaigneau, le livre arabe qu'il me tendit. Un intellectuel algérien doit savoir l'arabe. Il faut l'apprendre. Et c'est aussi ce que me répétait M. Robert, mon premier instituteur qui rêvait d'une patrie algérienne. Nous devons savoir la langue arabe. J'avais 19 ans. J'étais paresseux. Mes poèmes me suffisaient. 20 fois j'ai essayé, et puis demain, fils du soleil, gorgé de ses rayons, bronzé jusqu'à la moelle, jusqu'à l'abêtissement triomphal. Certains disaient, nous vivons parmi les Arabes. Ah, cette race, ne m'en parlez pas. Mais vous savez que nous vivons chez eux, ne m'en parlez pas. Vous savez, ne m'en parlez pas, vous dis-je. L'autruche, quand elle plante sa tête dans le sable, a un cul superbe. Entre mon père et la justice, j'ai choisi la justice. Et pourtant, je le sais, chassé de tout lieu, de toute page, maudit, trahi, traqué, je serai l'ordure de ce peuple, le pédé, l'étranger, le pauvre, le ferment de discorde et de subversion. Ils me tueront, ou bien ils me feront assassiner. Ils feront croire que c'est une affaire de mœurs, mais jamais je ne quitterai en lâche ce pays. I want you to get yourself and your soul together. This man will make your liver quiver. This man will make your bladder splatter. This man will freeze your knees. If you will, let's all welcome the world's godfather of soul, soul brother number one, James Brown.
toi le plus grand. Je vole comme le papillon, et pique comme la mer. Je vole comme le papillon et pique comme la baie. Pique comme la baie. Mohamed Ali, c'est du Mohamed Ali. Eh oui, 1m91, 100 kilos de muscles. Si tu rêves de me battre, il ferait mieux de te réveiller et t'excuser. Mohamed Ali. Ah, j'ai toujours rêvé d'interviewer Mohamed Ali. Non. Mais c'est fou. Ok. Ah ouais, d'accord. Prêt pour le combat? Float like a butterfly, sting like a bee. Alors, hi, Mohamed Ali, welcome in Paris, no, in Malakoff, non, pardon. Mohamed Ali, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en direct pour la télévision française, merci d'être parmi nous. Voici ma première question. Vos prises de position... non. Votre notoriété de grand sportif fait de vous une icône, mais vos prises de position font polémique. Que répondez-vous à ceux qui affirment que vous faites le jeu du communautarisme? Habituez-vous à moi. Noir et plein de confiance. Ouh! Pensez-vous vraiment que ces fanfaronnades soient nécessaires à votre image? Ah, ma manière de plaisanter, c'est de dire la vérité. C'est la manière la plus drôle de plaisanter. Vous dites fanfaronnade parce que vous vous demandez quel est donc ce genre de noir qui ouvre sa grande gueule. Nous les blancs ne lui avons pas appris à se comporter comme ça. Si vous allez sur ce terrain-là, alors j'ai une vraie question que la plupart de mes confrères n'osent pas vous poser. Beaucoup d'observateurs se sont interrogés sur la régularité de vos combats. Alors voici ma question. Mohamed Ali a-t-on essayé de vous acheter? Voilà le genre de coup bas que j'attendais. Personne n'achète Mohamed Ali. Personne ne me fera taire. Mais vos prises de position contre les Blancs font polémique. Seulement pour l'opinion blanche. Vous semblez mettre tous les Blancs dans le même panier, si je puis dire. Vous pouvez, écoutez, c'est très simple. Soit vous faites partie du problème, soit vous faites partie de la solution. Les gens neutres font partie du problème. Vos déclarations sont-elles une pure provocation ou justifient-elles la qualification de racisme anti-blanc? Non, racisme anti-blanc, c'est du flanc. Et Jean Sénac, c'est quoi alors? Non, aucun rapport. Mais à l'indépendance, il a jeté à la mer ses papiers français. Et il se déclara Citoyen algérien. citoyen algérien. Mais jamais il n'obtiendra la nationalité algérienne. Au contraire, on retrouvera chez lui son cadavre, frappé de plusieurs coups de couteau. Est-ce qu'il parlait arabe? Il a fait traduire en français de nombreux poètes arabes. Mais pourquoi ne parlait-il pas arabe? Pour obtenir la nationalité française, il faut savoir parler français, non? Mais Jean Sénac a œuvré pour l'indépendance de l'Algérie, cela aurait peut-être... Oh, vous ne voulez pas comprendre. Ah, parce qu'il s'appelait Jean? Vous ne voulez pas comprendre. Parce qu'il n'était pas musulman? Vous ne voulez pas comprendre. Parce qu'il avait la peau blanche? Comment faites-vous pour ne pas comprendre? Vous-même, vous êtes né Cassius Clay Junior. Vous avez changé votre nom américain pour un nom musulman. Pourquoi? Je ne voulais plus porter le nom d'un maître d'esclave. Mais pourquoi vous convertir à l'islam dans un pays chrétien? Oh, quand j'étais enfant, j'allais chaque semaine à l'église. Et puis un jour, j'ai demandé, maman, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun noir autour du Christ? Pourquoi tous les anges sont-ils blancs? Parlons franchement. Aimez-vous votre pays? Je suis ce pays. Je suis la part de ce pays que vous ne voulez pas voir. Mais comment tu peux dire un truc pareil? Mohamed Ali est une superstar! Parce que je suis Mohamed Ali et que je suis le plus grand. Et ça fait longtemps cette passion pour Mohamed Ali? Ah, depuis tout petit. Regarde, j'ai même ses gants. C'est le vrai. C'est ça, oui. Et moi, j'ai interviewé le même jour Morrison, Baldwin et Ali. Mieux?
Article 1er. La République française est une et indivisible. Article 4. Tout étranger âgé de 21 ans accompli, domicilié
qu'il est en France depuis une année. Il fait son travail, acquiert une propriété, épouse une Française, adopte un enfant ou nourrit un vieillard. Tout étranger, enfin, qui sera jugé avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice de droit de citoyen français. Constitution française du 24 juin 1793. Qui n'a jamais été appliqué. De là ma présence. Citoyen Bellet. Monsieur, j'apprécie votre humour, mais si vous n'avez pas... Citoyen Jean-Baptiste Bellet. Député du département français de Saint-Domingue. Ah, je viens formuler la requête suivante. L'application de l'égalité. Monsieur, si c'est une plaisanterie, je vous demanderai de bien vouloir me laisser... Notre devoir est de poursuivre l'œuvre révolutionnaire que la calomnie et la perfidie ont divisé et assoupi. Je suis arrivé à Paris pour siéger à la Convention nationale et réparer un petit oubli. Dans la déclaration de 1789, tous les hommes naissent libres et égaux, sauf les Noirs. Il a fallu que je traverse le Sénat pour que la Convention décrète enfin l'abolition de l'esclavage. Heureusement que j'étais là. Ne vous en souvenez pas? Et non, je n'y étais pas. Ah. Quelle journée historique pourtant. Mais rappelez-vous l'enthousiasme du citoyen Danton. Ah, je l'entends encore s'écrier. Représentant du peuple français, jusqu'ici, nous n'avions décrété la liberté qu'en égoïste et pour nous seuls. Mais aujourd'hui, nous proclamons à la face de l'univers et les générations futures trouveront leur gloire dans ce décret. Nous proclamons la liberté universelle. Ah, c'est beau, n'est-ce pas? Écoutez, monsieur, nos services sont submergés. Ah, mais hélas, ce Napoléon Bonaparte que les Français aiment tant, c'est lui qui rétablira la traite négrière. La peste soit sur ce maudit Non, empereur. monsieur, calmez-vous. Et son nom est partout, mais le mien, nulle part. En métropole, pas une avenue, ni même une petite ruelle ne porte mon nom. Aussi une petite place à Pantin. Pourtant, le nom de Jean-Baptiste Bellet pourrait donner du courage à nos concitoyens. L'histoire ne peut pas se souvenir de tout le monde. Un homme noir à l'Assemblée nationale? Ça serait marqué, non? Et croyez-moi, j'ai fait sensation. Il faut bien faire des choix. Je constate que la République a une fâcheuse tendance à orienter ses choix. Écoutez, monsieur, je vous le demande une dernière fois. Laissez-nous travailler. Mais en quelle République voulons-nous vivre? Celle de la justice? Ou celle des faux amis de l'égalité? Je ne sais pas, j'ai autre chose à Vous ne faire. savez pas? Vous ne savez Non, pas? ce que je sais en revanche, c'est que votre irruption dans ces lieux contrevient aux règles les plus élémentaires de notre administration. Mais tyrannie, votre administration! Si la justice ne guide ses pas, et perfidie l'idéal républicain s'il néglige plusieurs millions de patriotes français non blancs. Ah non. La République n'a pas de couleur. Le croyez-vous? Le modèle républicain français repose sur les principes de non-différenciation entre les citoyens, quelle que soit l'origine, le sexe ou la religion. Prouvez-le. La République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. Madame, quand on se donne un idéal aussi grand, il faut être à la hauteur de son ambition. On ne peut pas s'autoproclamer phare humaniste de la civilisation et dans le même temps décréter le code de l'indigénat. Vous êtes bloqué dans le passé, monsieur Bellet. Nous n'en sommes plus là. Même le mot race a été supprimé de la Constitution. Mais qui serait assez naïf pour croire que l'abolition d'une loi scélérate suffit à briser la construction mentale qu'elle a bâtie dans nos esprits? Qui? Et quel meilleur démenti à votre discours que l'amélioration que je constate quotidiennement sur le terrain? Notre pays va mieux. Je m'y emploie tous les jours. Je vous assure, victimisation et paranoïa sont les ennemis du progrès. Mais je vous comprends. Vous venez de loin. Il vous faut du temps pour vous acclimater. Nous avons des salles d'intégration parfaitement conçues à cette fin. Mais je ne prétends pas au statut de victime.
Bien au contraire. C'est dans la claire conscience du sort que mon pays avait prévu pour moi que je me suis insurgé et je ne fus pas le seul. Aux Antilles, les révoltes d'esclaves n'ont jamais cessé. Mais dans quel livre d'instruction publique accorde-t-on une place aux citoyens français d'outre-mer? La faible présence des femmes dans ces mêmes manuels ne semble guère vous revoir. Pas plus que nous a choqué l'absence totale des femmes dans vos assemblées révolutionnaires, si fières de proclamer les droits universels. Croyez-moi, le blanchiment de l'histoire n'a rien d'innocent. Pourquoi ignorer que l'armée de libération française partie des Brazzaville était composée pour moitié de soldats noirs? Et le débarquement de Provence, plus de la moitié des soldats français étaient des Nord-Africains. Et moi je vous le redis, la France est une république indivisible et laïque qui repose sur le principe de non-différenciation entre les citoyens. Votre santé! Et sur les photos de la libération de Paris, presque aucun noir. Selon la propagande officielle, les frères de couleur ont été vaincus par la neige. Ces soldats qui ont survécu à tout, au combat, au désert, au débarquement, aux assauts de l'armée nazie, voici que soudain, sous le poids des locaux, ils s'écroulent. Monsieur, s'il vous plaît. La vérité est que dans les Vosges, ces héros qui ont sauvé la France du déshonneur ont été forcés de rendre leur uniforme. On les a déshabillés pour donner leur uniforme à des jeunes blancs fraîchement engagés, pour que ce soit eux qui défilent sur les Champs-Élysées. Monsieur, s'il vous plaît. Après quoi? Mais vous servez à quoi? Les soldats noirs ont été démobilisés, parqués pendant des mois dans des camps. Oui, madame, dans des camps. C'est un trouble à l'ordre public. Vous êtes dans un espace laïque. Monsieur, nous allons devoir vous évacuer. Dernière sommation, je vous demande formellement de vous rhabiller et de quitter les lieux immédiatement. Mais réveillez-vous, bon sang. C'est ça. Elle a fait le bonbon, là. Madame, je vais vous demander de sortir, là. Et vous aussi, vous sortez ou j'appelle une compagnie de CRS. Oui, madame, veuillez au moins montrer vos cheveux, s'il vous plaît. Nous sommes dans un bâtiment laïque. La République se vit à visage découvert. Et puis qu'est-ce que c'est que cette robe, là? Mais Marianne est sa nue. La République est sa nue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Première impression quand je suis arrivé au Brésil, c'était la forêt vierge. Forêt foisonnante, luxuriante, c'est la jeunesse. Moi aussi j'étais jeune à cette époque et j'ai bien sûr la nostalgie de ces années irrémédiablement révolues. Mais ça, c'est la vie. Tandis que la disparition des forêts vierges, c'est la fin de la vie. Monsieur, avez-vous votre convocation? Ah, certainement, madame, oui. Très bien. Approchez, je vous prie. Votre nom, je vous prie. Gustave Claude Lévy, dit Claude Lévi-Strauss. Et je souhaite... Votre nom, c'est Lévy ou Lévi-Strauss? Gustave Claude Lévy, dit Claude Lévi-Strauss. Et je souhaite faire enregistrer un changement de patronyme. Changer officiellement de nom n'est pas chose facile. Vous êtes français? Certainement, madame. En ce cas, vous devez déposer une requête précisant les motifs d'abandon du nom d'origine et d'adoption du nouveau nom, présenter un acte de notoriété, des actes de naissance de vos ancêtres et bien sûr des copies justifiant votre identité et votre nationalité. Tout est là. Très bien.
père, né Lévy, à Paris, a constamment porté le nom de Lévi-Strauss, comme l'attestent de nombreux portraits signés de sa main qui ont appartenu à Tristan Bernard, Louis Jouvet, etc. En adoptant de manière officieuse le nom de Lévi-Strauss, mon père souhaitait perpétuer le nom de son grand-père, Isaac Strauss, né à Strasbourg, compositeur et célèbre compositeur de base. Enfin, tous mes ouvrages littéraires et scientifiques ont été publiés sous le nom de Lévi-Strauss, dont je crois pouvoir dire qu'il n'a pas fait tort au rayonnement de la science et de la pensée française dans le monde. Je dois vous dire que la jurisprudence du Conseil d'État s'est montrée défavorable au changement vers des noms à consonance. À consonance D'habitude, les changements de patronyme évoluent plutôt vers une francisation. Francisation, dites-vous. Pour éviter que ne se reproduisent les persécutions dont certains citoyens ont été victimes, le Conseil d'État a décidé de faire droit aux demandes présentées par des personnes portant des noms juifs pour franciser leurs noms. Les Nietzschein ont les Bergo, les Volkovitch des Volko, les Frankenstein des Frank, etc. Jusqu'à présent, l'administration et le Conseil d'État ont refusé à ceux qui me demandaient de reprendre un nom à consonance étrangère. Consonance étrangère, dites-vous. Monsieur, je me contente de vous rappeler l'esprit de notre législation républicaine qui a été, je crois, animée par le souci légitime de protéger nos concitoyens juifs. Des patronymes portés par des juifs sont-ils moins français que des noms bretons, basques, alsaciens? Je ne sais pas. Des Lévy et des Strauss vivent et travaillent dans le monde depuis des siècles. Mon arrière-grand-père fut une véritable star sous Louis-Philippe. Il était à la tête des balles de l'opéra et a fait danser de tout Paris mondain. Écoutez, monsieur... Combien de siècles de services rendus à la nation estimez-vous encore nécessaire pour que Lévy et Strauss soient pleinement considérés comme des patronymes français? Monsieur, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Le modèle républicain français repose sur le principe de non-discrimination. Mademoiselle. Madame! Madame, oui. Aujourd'hui, les barbares qui menacent la société ne sont point au Caucase, ni dans les steppes de la Tartarie. Ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. Voilà ce que disait les classes possédantes jadis. Les Bretons étaient désignés comme une race, oui, une race, jugée malpropre, superstitieuse et ivre. Quant aux Auvergnats, voilà ce qu'on disait d'eux, ils sont mauvais, ils sont paresseux et voleurs. Ils ne parlent même pas français. Ils prennent le travail des vrais Parisiens. Le dimanche, ils vont à la musette ou au bal auvergnat, jamais au bal français. Parce que les Auvergnats n'adoptent ni les mœurs, ni la langue, ni les plaisirs parisiens. Voulez-vous que je poursuive avec ces autres barbares que seraient les Limousins, les Savoyards, les Méridionaux, les Gascons, Je crois que ça sera les Picards, je sais pas moi. Vous recevrez une réponse très prochainement dès que votre dossier aura été examiné. Voilà. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir. Avant de partir, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Écoutez, je ne suis pas sûre que ce soit le moment ni l'endroit. Ça se passe à Ellis Island. Vous savez, cette petite île en face du port de New York, tout près de la Statue de la Liberté. Vous savez, là où tous les immigrants européens devaient débarquer avant d'y être examinés. Et rendez-vous compte, en 32 ans, 16 millions d'Européens y sont passés. 16 millions. 5 à 10 000 par an. Parmi elles, un vieux juif russe, un peu perdu. On lui dit de se choisir un nom bien américain. Ne sachant pas lequel choisir, il demanda conseil à un employé qui lui proposa Rockefeller. Alors, le vieux juif répéta plusieurs fois de suite, comme ça pour ne pas l'oublier, Rockefeller, Rockefeller, Rockefeller. Quelques heures plus tard, il se retrouve comme officier d'état civil, mais il avait une chose. Alors, il s'est exclamé en yiddish Zollvergessen, Zollvergessen, ce qui veut dire je l'ai déjà oublié. Et c'est ainsi qu'il fut inscrit sous le nom bien américain de John Ferguson. Alors, je vous demande à quoi tient la vérité d'un nom?
nous fait que d'être juif. C'est une évidence, si l'on veut, mais une évidence médiocre qui ne me rattache à rien. Ce n'est pas un signe d'appartenance. Ce n'est pas lié à une croyance, à une pratique, à une langue. Ce serait plutôt un silence, une absence, une question, une mise en question, une certitude inquiète, derrière laquelle se profile une autre certitude, abstraite, lourde, insupportable, celle d'avoir été désigné comme juif. J'ouvre rarement un livre. Je préfère le cinéma. Mon frère, lui, a fait des études. Je vais parfois passer chez lui le week-end, retrouver la famille. Il a une grande maison maintenant, en dehors de la ville. C'est agréable. C'est chez lui que j'ai découvert un petit livre qui avait pour titre Ellis Island. Il traînait sur un meuble. J'ai cru que c'était un polar. Le livre semblait simple, avec peu de pages, alors je l'ai emporté dans ma chambre. Je n'avais pas sommeil, j'ai commencé à lire. J'ai vite compris que ce n'était pas du tout un roman policier. Georges Perec décrit sa visite d'Ellis Island, où transitèrent des membres de sa famille. Je n'avais jamais imaginé des Européens fuyant en masse la misère ou la haine. Mais le choc a été la lecture de cette page où Perec écrit « Je ne sais pas précisément ce que c'est que d'être juif ». J'ai relu ce passage plusieurs fois, jusqu'à le connaître presque par cœur. Puis, je me suis endormi. Au réveil, j'avais oublié Perec, Ellis Island et les Juifs. On prenait tous ensemble le petit déjeuner, quand soudain, le plus jeune fils de mon frère, il devait avoir 4 ou 5 ans, a répondu fièrement à sa mère qui lui servait une tartine « Alhamdulillah ». Mon frère lui a dit « Eh, mais tu crois où, chez les Arabes ?» On a tous éclaté de rire. J'ai demandé à Ilyes, mon neveu, « Est-ce que tu sais au moins ce que ça veut dire ?»« Oui. »« Bien. Alors dis-moi ce que ça veut dire. » « Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. » Ah, d'accord. Dans la famille, depuis la mort de mon père, il n'y a plus que notre vieille mère qui parle arabe. Enfin, l'arabe dialectal de sa région natale. À la fin de la journée, dans le train qui me ramenait chez moi, je repensais à mon neveu, à ma mère, à Perec. Je ne suis pas juif. Mon frère Karim dit qu'il est athée. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas de religion, c'est comme ça, c'est tout. Et puis, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'être arabe. C'est une évidence, si l'on veut. Mais ce n'est le signe d'aucune appartenance précise. Pour moi, ce n'est lié à aucune croyance, aucune pratique, aucune langue. Être arabe, ce serait plutôt une mise en question, une inquiétude,
avez fait votre choix? J'ai choisi la justice. Nous, citoyens de beauté, nous nous sommes levés vers ce que nous pensions être une horreur. Vous me rappelez quelqu'un? Nos lèvres en furent tuméfiées. Demain, les enfants de chez nous auront faim. Un nouveau soleil devra les combler. Jean Sénac, je vous croyais mort. Je suis son fantôme. Le corps est déchiqueté quand le bébé refusait sa terre. Mon père aussi voyait des fantômes toutes les nuits depuis son retour d'Algérie. Le même choix que les citoyens Sénac. Pareil pour moi. Citoyen Belay, quelle joie de vous revoir. Je viens d'Oran. Vous connaissez le Rennais? Non, je redécouvre à peine Paris. 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 Comme tu es triste et sévère pour les exilés. L'âme est-il plus clément chez vous? Avec ma mère, on descendait au marché du quartier indigène qu'on appelle le village d'Aide. Il n'y avait pourtant aucun bois. Ou bien on allait chez l'épicier, rue des Juifs. Nous, on habitait le quartier chrétien sur les hauteurs. Gaori! Oh, Biko! Hé, Youpa! Youpa! Gaori, Biko! Jolie partition, n'est-ce pas? Je veux croire que l'aurore n'était qu'en retard. Aux citoyens de beauté. Aux citoyens de beauté. Citoyens de beauté. C'est Claude Lévi-Strauss. Les champignons m'émeuvent. Et la forêt m'attire. Quand je désespère du monde, je marche en forêt à la recherche des champignons. Le peuple souffre. Le bourgeois s'éveille à la nature. Cueillir les champignons, c'est une des dernières occasions de ressentir ce que fut le néolithique. Il faut être à l'affût du moindre signe, de la moindre ligne de vie. Ce n'est certes pas une remède à tous nos maux, mais c'est un acte, une autre importance. Relancer l'imagination. Voilà qui est parlé en révolutionnaire. N'exagérez pas non plus. Et pourquoi pas la pêche au moule, tamponnier? Je ne voudrais pas être grossier, mais songez un peu à ce que sont les mollusques. Des créatures molles, plutôt répugnantes, et qui pourtant sécrètent des coquillages d'une grande beauté. Expression prodigieuse des lois mathématiques les plus complexes. Eh bien, il me semble que l'humanité est quelque chose un peu de ce genre. Enfin, aucune huître ne s'est jamais couronnée maître ou seigneur de la nature. Hein. Je suppose que vous connaissez l'histoire de Robinson Crusoe. Mais avez-vous remarqué ce détail? Robinson, échoué sur une plage inconnue, décide de s'enfoncer dans la forêt profonde de l'île. Non seulement il ne remarque pas la moindre trace de vie humaine, mais les animaux eux-mêmes semblent absents. C'est alors qu'il distingue à une vingtaine de pas une silhouette immobile, un bouc au poil très long. Robinson emploie une souche si lourde pour se défendre, mais la bête reste figée. Robinson s'approche encore, et lorsqu'il se trouve à 2 pas de l'animal, il brandit son gourdin et crac! Il l'abat entre les 2 cornes du loup. La bête tombe sur ses genoux et bascule sur le flanc. Le premier être vivant que Robinson a rencontré, il l'a tué. Vous n'avez pas raconté cet autre détail? Lequel? Bien des années plus tard, Robinson se morfond de solitude quand, tout à coup, un Indien noir court dans la forêt. Que fait-il? Il épaule son mousquet. Et il le manque! Heureusement, car il deviendra un précieux compagnon. Un précieux compagnon, dites-vous, Robinson a fait son esclave. Ah, mais ce n'a qu'un roman. Non, madame, c'est un mythe. Une vision du monde et en son centre, l'homme blanc. Et en son centre, l'âme, comme toujours. Seriez-vous capable, messieurs, d'imaginer Robinson en femme? Ah, voilà qui serait révolutionnaire. Merci. Les mythes
sont notre pensée sauvage. J'aurais aimé une fois dans ma vie pleinement communiquer avec un animal. Cela signifiait être capable de parler avec un oiseau. chantent les oiseaux, que Paris est beau, quand chantent les oiseaux, que Paris est beau, quand chantent les oiseaux. Non, parce que les vraies paroles, c'est que Paris est beau quand chantent les oiseaux, que Paris est laid quand il se croit français. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux, que Paris est laid quand il se croit français. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux, que Paris est laid quand il se croit français. Okay. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux, que Paris est laid quand il se croit français. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux, que Paris est laid quand il se croit français. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux, que Paris est laid quand il se croit français. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Allez chanter, vous êtes des nôtres maintenant. Des vôtres? Mais oui. Je croyais que c'était vous qui étiez des nôtres. Que voulez-vous dire? Ne répondez pas, ça c'est un piège. Ah tiens, je vous ai connu moins réactif. Vous avez choisi votre camp? Mais enfin, madame, reprenez-vous. C'est quoi cette chanson anti-française? Anti-française, bien au contraire. Ah, vous croyez? Moi, je suis française et fière de l'être. Et moi, français, envers et contre tout, et bien plus fier encore. Prouvez-le. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous restez à votre place, je vous prie. Ah oui, pardon, je dois me contenter de servir. Exactement. En bon petit indigène. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On a très bien compris. J'ai pas dit ça. Détournez les yeux. Voilà la corruption. Mais enfin, vous me prenez pour qui? Les traits de caractère propres des Français musulmans sont principalement 1. Une extrême sensibilité aux émotions. Le musulman pense avec son cœur. 2. L'orientation de l'intelligence différente de la nôtre. Nous sommes des scientifiques, ce sont des rêveurs et des mystiques. 3. Une tendance au fanatisme religieux à base de xénophobie. Qu'est-ce que vous racontez? Et les Français de souche, qu'en pensent les dames écharpes de ces bons Français de leur côté? Les Français de souche ne caractérisent pas l'amour de la logique, le scepticisme rebelle, le manque de confiance dans l'avenir et la tendance à la désunion entre partisans. Vous avez disjoncté, Sénat. Je décris, consigné, enseigné par l'armée française aux officiers en poste en Algérie, fiche numéro 3, 1956. Mais arrêtez de nous tourmenter avec le passé. Il fallait y penser avant. Le temps véritable n'est peut-être pas celui qui passe, mais celui qui revient. Le présent, c'est maintenant. Qu'est-ce que vous voulez à la fin qu'on parle encore des origines, des souches, des racines? Mais la réflexion est une racine, et la joie et la foi sont des racines. Les noms des rues sont des racines. Et toutes les greffes sont possibles, plus fertiles encore. Moi, je suis créole. Vous, créole. Sénac est créole. Mais non, Sénac dit qu'il est algérien. Sénac dit qu'il est arabe, berbère, espagnol, juif, français, j'ai mis mes pieds noirs dans les couscoussiers. Je suis créole. Désolé de ne pas faire partie du club. Ignorer les frontières, les distances, les différences, ne plus protéger ce que nous sommes. C'est ça votre projet? Ne comptez pas sur moi pour payer l'addition. Et c'est là que se lève la meute pour aboyer. Œuf de poux, singe de terre, non humain,
matin, la directrice d'une école de Bovigny m'a appelé. Catastrophe. Une femme formidable qui se dévoue depuis des années pour scolariser des enfants roms. Pour que ces enfants puissent venir à l'école, elle leur donne chaque jour 2 tickets de bus. Un pour retrouver leur famille après l'école et un second pour revenir le lendemain. Mais hier, elle était malade. Les enfants n'ont pas eu leur ticket. Alors ce matin, 2 d'entre eux, 2 garçons de 9 ans, cartable sur le dos, ont pris le bus sans payer. Des contrôleurs sont montés pendant le trajet? Non. Des policiers sont venus chercher les enfants et les ont conduits au commissariat. Des policiers? Oui, des policiers, oui. Appelés par le chauffeur de bus. Un dernier merci. Vont et viennent les quarts de police. La lettre au cœur est bien gardée. Et que s'est-il donc passé? Comment ton peuple, France, tout peuple de bon cœur et de bon sens, a-t-il pu en venir à cette férocité? À quoi nous auront servi les Hugo, les Quinet, les Zola, les Césaire? Et quoi? Les Indiens massacrés, le monde musulman dénaturé, la culture nègre disqualifiée, tout ce bousillage, tout ce gaspillage, l'humanité réduite au monole. Vous croyez que tout cela ne se fait pas? Quand l'Empire romain entreprit de détruire l'une après l'autre Carthage, l'Égypte, la Grèce, la Judée, les Gaules, il arriva qu'il avait dévoré lui-même les digues qui le protégeaient. Tant de sociétés, tant de langues éteintes, de cités, de foyers anéantis firent le vide autour de Rome. Et là où les barbares n'arrivaient pas, la barbarie naissait d'elle-même. Et voilà qu'aujourd'hui on n'imagine rien de mieux que de reprendre les persécutions. On tremble, on appelle les gendarmes, on mène un effroyable vacarme de terreur comme si des nuées de pillards s'abattaient sur le pays. Ah voilà du courage. Tentez. Bravez. Persistez. Persévérez. Étonnez la catastrophe. Tenir bon. Tenir tête. Entre la colère et la peur, je voudrais une place. Pendant longtemps, les mineurs de charbon sont descendus dans la mine avec des canaris. Ces oiseaux plus sensibles au gaz étaient utilisés pour donner l'alerte. Dès que les canaris s'agitaient, battaient des ailes, s'évanouissaient, la mine était évacuée.
Aujourd'hui, des centaines de milliers de réfugiés se déplacent, se débattent, nous appellent. Nous sommes au fond de la mine et ils sonnent l'alarme. Mais nous maintenons le cap sur le dernier iceberg qui n'a pas encore fondu pendant que l'orchestre joue à tue-tête. Nous n'habitons plus la même planète que celle où je suis né. Ce qui me reste à vivre, je ne veux le gaspiller ni pour débattre, ni pour vous convaincre. On pourrait changer de trajectoire, revoir nos cartes, redessiner nos plans. On peut aussi espérer que l'orchestre joue plus fort et continue à danser. Où sommes-nous? Que sommes-nous devenus? Nous ne savons plus. Comment habiter ce monde? Nous sommes en quête. De nouveaux territoires. Où respirer mieux? Les plaines sauvages, les terres vierges, Où vivent les lions? cela n'existe plus. Qu'allons-nous devenir? Comment cela est-il possible? Que personne ne soit venu. Que personne n'ait déclenché l'alarme. Nous avons labouré la terre. Sans craindre l'épuisement. Les peuples de la forêt, S'ils nous avaient déclaré la guerre, ils auraient peut-être sauvé. Sans crainte, nous les avons anéantis Peuple des forêts. et nous avons perdu. Maintenant, nous ne savons plus. Comment habiter ce monde? Pourquoi nous êtes ainsi rassemblés sur la place? Il paraît que les barbares doivent arriver aujourd'hui. Et pourquoi le Sénat ne fait-il donc rien? Qu'attendent les sénateurs pour édicter des lois? C'est que les barbares doivent arriver aujourd'hui. Quelle loi pourraient bien faire les sénateurs? Les barbares, quand ils seront là, dicteront leur loi. pourquoi notre empereur s'est-il levé si tôt? S'est-il installé aux portes de la ville sur son trône, en grande pompe et ceint de sa couronne? C'est que les barbares sont arrivés aujourd'hui. Et de pareilles choses éblouissent les barbares. Et pourquoi nos dignes rhéteurs ne viennent-ils pas comme d'habitude faire des commentaires, donner leur point de vue? C'est que les barbares doivent arriver aujourd'hui. Et ils
n'ont aucun goût pour les belles phrases et les discours. D'où vient tout à coup cette inquiétude et cette confusion? Les visages comme ils sont devenus graves. Pourquoi les rues, les places se vident-elles si vite? Et tous rentrent-ils chez eux l'air soucieux? C'est que la nuit tombe, et que les barbares ne sont pas arrivés. Certains même, de retour des frontières, assurent qu'il n'y a plus de barbares. Il n'y a plus de barbares. Il n'y a plus de barbares. Il n'y a plus de barbares. Maintenant, qu'allons-nous devenir sans barbares? Ces gens-là, en un sens, apportaient une solution.